Merci de cette introduction incroyablement généreuse, qui d'ailleurs reflète l'accueil que le collège m'a manifesté depuis mon arrivée, et tout particulièrement celui de l'équipe administrative. Mais avant de prononcer cette leçon, je voudrais tout de même aussi remercier mon ami et collègue Philippe Descola, qui a pris le risque de me proposer à l'Assemblée des professeurs du Collège de France. Le métier anthropologique, qui est jeune encore, présente assurément un aspect paradoxal. Ceux des anthropologues, en effet, dont je me sens proche, à l'image des éminents représentants de cette science qui ont eu l'honneur d'enseigner dans ces murs, Claude Lévi-Strauss, Françoise Héritier et aujourd'hui Philippe Descola, associent dans leur carrière de chercheurs deux exercices scientifiques qui peuvent paraître aux antipodes l'un de l'autre. D'une part, ils se livrent à l'ethnographie, ils s'efforcent d'acquérir une connaissance approfondie de minuscules communautés humaines qu'ils observent et décrivent dans leurs intimes singularités. D'autre part, ces mêmes anthropologues n'hésitent aucunement à franchir un pas immense, celui qui mène précisément à l'anthropologie au sens étymologique du terme. Ils avancent des hypothèses très générales qui portent sur l'humanité tout entière. Là, ils se penchent avec une attention extrême sur d'infimes échantillons du genre humain. Ici, ils traitent d'Homo sapiens. Tout semble même se passer comme si ces anthropologues s'appliquaient à encore accroître le décalage apparent entre ces deux volets de leur activité scientifique. Ne choisissent-ils pas fréquemment, de manière délibérée et presque perverse, des lieux qui semblent oublier des vastes courants qui agitent la surface du globe ? Cet écartèlement apparent entre deux visées à l'échelle si contrastée est le legs d'une époque où chacun croyait que le rapport entre la description ethnographique et le discours proprement anthropologique allait en quelque sorte de soi. L'étude d'un petit groupe de chasseurs-cueilleurs au plus profond de la forêt amazonienne, dépourvu de toute commodité du progrès, devait, dans l'esprit des anthropologues d'alors, livrer des documents décisifs permettant la construction d'amples théories sur l'évolution de l'humanité. À l'évidence, dans ces endroits reculés, des sociétés s'étaient comme fossilisées et portaient donc témoignage des âges les plus anciens de notre histoire à tous. Ces contemporains étaient nos lointains ancêtres. Assurément, il n'est plus de nos jours aucun anthropologue pour succomber aux illusions de ce genre d'évolutionnisme social et culturel. Pourtant, il en existe quelques-uns qui, comme moi-même, s'obstinent à nourrir ce projet de connaissance à deux faces. L'entreprise dans laquelle nous sommes engagés repose sur deux fondations qui seraient indépendantes. Elles seraient, en somme, dépourvues d'un centre de gravité. C'est sans aucun doute pour ne pas risquer d'habiter dans un édifice risquant de s'effondrer que nombre de mes collègues se sont résolus à n'occuper qu'une seule des ailes de la maison anthropologique, bref, à abandonner l'un ou l'autre de ces exercices. Certains ont choisi d'être simplement les ethnographes d'une société particulière, d'autres ont fait le choix inverse, ils se sont commués en théoriciens de la société et de la culture. Leurs discours ne trouvent pas leur point d'ancrage dans l'ethnographie interprétative de tel ou tel groupe humain, ils revêtent plutôt la forme de points de vue abstraits dégagés de toute considération de lieu. Les données ethnographiques ne leur servent à l'occasion que des illustrations ponctuelles. Ces anthropologues qui ont fait le choix de la théorie ont souvent déserté les départements d'anthropologie, les abandonnant aux mains d'anthropologues ethnographes. Ils n'en continuent pas moins, non sans bonne raison, de se définir comme des anthropologues, mais ils ne dédaignent pas d'arborer aussi d'autres emblèmes. Quoi qu'il en soit, pour ces anthropologues, le temps est révolu de l'étude monographique, prenant pour cible un microcosme social.
Il n'est pas trop difficile de comprendre les tenants et les aboutissants de cette refondation en cours de la discipline anthropologique. Il a pu m'arriver à moi-même, en effet, d'être tenté de choisir entre l'ethnographie et la théorie anthropologique. Toutefois, dans cette leçon et dans les suivantes, j'aimerais tenter d'apporter une justification à cette entreprise si dédoublée d'apparence qui tient encore à cœur à nombre d'entre nous. À quoi bon s'y employer, me demandera-t-on? Ce n'est pas que je prétende, avec d'autres, sortir l'anthropologie d'une impasse dans laquelle elle se serait fourvoyée. Chacun admettra que les embarras éventuels d'une discipline sont un sujet de peu d'intérêt. C'est bien plus parce qu'il me semble que cette étrange combinaison entre l'enquête de terrain étroitement localisée, l'ethnographie, et la formulation d'hypothèses théoriques à haut degré de généralité, l'anthropologie, apporte une contribution distinctive à la connaissance des choses humaines. Pour m'en expliquer, et plutôt que de débuter par des arguments d'ordre épistémologique, je vais simplement brièvement décrire les deux activités de recherche qui sont miennes, que je tente d'associer entre elles. La première de ces activités de recherche est pleinement ethnographique. Ces dernières années, elle a consisté à participer à l'existence quotidienne d'hommes et de femmes qui habitent un petit village de la côte est de Madagascar, enfoui dans la forêt insulaire. Je n'ai cessé depuis il y a 30 ans, quand j'y vins pour la première fois, de retourner dans ce village pour des séjours de quelques semaines ou de quelques mois, et beaucoup de mes écrits portent sur la manière de vivre en société et de penser le monde de ces villageois. Pourquoi Madagascar ? Parce que d'abord, la grande île était le genre de destination que l'on recommandait à mon époque aux étudiants en anthropologie à l'université de Cambridge. Je soupçonne que ce conseil donnait aux apprentis anthropologues en quête de terrain ethnographique d'aller au plus lointain a quelque chose à voir avec les restes du passé colonialiste et évolutionniste de l'anthropologie d'avant-hier. Un passé répudié à haute voix, mais qui n'avait pas fini de hanter les esprits. Pourquoi ce village-ci plutôt qu'un autre ? Il me suffit de dire que mon choix fut largement le fait du hasard. Pour quelles raisons, enfin, ai-je continué de m'y rendre si souvent et si régulièrement depuis 3 décennies ? En premier lieu, j'ai fini, non sans difficulté, par maîtriser la langue locale. En second lieu, je me contenterai de dire que j'en suis venu à bien connaître les gens de ce village et à éprouver une véritable amitié pour beaucoup d'entre eux. Un lien personnel s'est créé entre eux et moi qui s'est maintenu dans la longue durée. Je suis prêt à admettre évidemment qu'en devenant si familier de ces lieux et si proche des hommes qui les peuplent, il m'a parfois semblé que je ne pourrais guère en apprendre davantage sur eux au moyen des méthodes traditionnelles de l'enquête ethnographique. L'autre exercice auquel je me livre et qui occupe une bonne partie de mon emploi du temps anthropologique est d'une nature très différente. Il consiste en une réflexion théorique dans l'acceptation simplifiée du terme qui sera celle retenue tout au long de cette leçon. Est théorique toute proposition portant sur l'homme en général et non sur des hommes en particulier. Depuis de longues années, je me penche sur un problème qui me paraît crucial pour l'anthropologie et tout autant, à vrai dire, pour les autres sciences de l'homme. Ce problème se pose indépendamment de toute considération de lieu et de temps. Pour le formuler de la manière la moins sophistiquée possible, il s'agit de comprendre la relation qui doit être établie entre les différents niveaux de représentation, verbalisés ou non, présentes dans tout groupe social. On peut, me semble-t-il, les faire rentrer dans 2 catégories que je vais contraster à l'extrême tout en sachant qu'elles ne sont ni tout à fait séparées dans l'expérience humaine vécue, ni tout à fait séparables d'un point de vue analytique. D'un côté, les hommes mobilisent des énoncés presque aussi stéréotypés que des proverbes. Ces représentations sont parfaitement explicites et paraissent culturellement déterminées. Les anthropologues ont eu tendance, fautivement selon moi, à considérer que ces représentations, livrées de la sorte sur la scène publique, organisent la façon dont les hommes appartenant à telle ou telle société perçoivent et interprètent la réalité. Elles livreraient le socle cognitif sur lequel reposerait le rapport au monde propre à chaque communauté de culture.
C'est ainsi qu'un anthropologue comme Louis Dumont estimait que l'opposition entre le pur et l'impur constituait la clé de voûte de la cosmologie indienne. D'un autre côté, les hommes font appel à des connaissances qui, comparativement aux représentations précédentes, sont normalement implicites. Ces connaissances reposent sur un savoir tacite, un savoir qui va sans dire. Ce savoir est celui qui permet à tout un chacun d'opérer en continu les innombrables inférences qui confèrent à la vie de chaque jour un caractère si peu réfléchi en apparence, l'apparence d'aller de soi. Ce savoir tacite paraît bien peu culturellement déterminé, comme en témoigne l'aisance avec laquelle les anthropologues communiquent et interagissent avec les hommes qu'ils étudient, y compris sur les terrains les plus lointains. Comment comprendre le jeu simultané de ces deux différents types de savoir et d'autres encore au sein de tout groupe humain? Je me suis engagé dès le début de ma carrière et durablement dans une réflexion théorique portant sur ce sujet. J'ai lu nombre d'ouvrages traitant directement ou indirectement de cette question. J'ai participé à des débats et j'ai cherché à construire un point de vue argumenté. J'y ai consacré des enseignements, j'ai écrit des textes. Bref, je me suis livré à des activités que tout un chacun associe plus volontiers à la vie d'universitaire que l'épluchage d'épis de maïs sur un flanc de colline que vous venez de voir. Ainsi, ai-je considérablement bénéficié des enseignements de mes maîtres à la London School of Economics et à Cambridge, Raymond Firth, Maya Fortes, Edmund Leach et Stanley Tambayer. J'ai tout autant profité des apports d'un grand nombre d'enseignants et de chercheurs, dont beaucoup sont français, comme Dan Sperber ou Maurice Godelier, et dont certains ont été ou sont professeurs au Collège de France, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Philippe Descola, pour ne nommer que quelques-uns qui m'ont beaucoup appris. Plus récemment, toutefois, j'ai suivi le chemin emprunté par tous ceux qui entreprennent de construire un point de vue théorique afin d'élargir le champ de mes investigations intellectuelles. Il me fallait en effet, sur un si vaste sujet, sortir du strict cadre disciplinaire de l'anthropologie, dans la mesure où, comme je l'ai fait remarquer, beaucoup d'anthropologues ont déserté le champ de la théorie et renoncé à toute généralisation pour se consacrer à la seule ethnographie. Les emprunts scientifiques que j'ai contactés peuvent paraître constituer un ensemble de ressources fort hétérogènes. La sociologie d'inspiration marxiste m'a été d'un grand secours, notamment au travers de la distinction proposée entre l'idéologie et la pratique. Il me fut tout aussi utile de puiser aux enseignements de la sémantique et de la pragmatique pour saisir les ressorts de la communication ordinaire et également pour comprendre en quoi l'accomplissement en commun d'actions rituelles diffère des modes plus ordinaires de communication. Ce sont toutefois les recherches en psychologie cognitive, notamment dans le domaine du développement, qui m'ont été les plus profitables. Elles portent en effet sur la formation et la stabilisation de ce savoir tacite duquel dérive l'infinité des inférences ordinaires organisant le rapport au monde quotidien de chaque être humain. Et elles proposent des hypothèses sur les modalités en fonction desquelles la culture pourrait en infléchir les contenus. Cet apport scientifique me paraît si décisif que l'essentiel de cette leçon sera consacré à tenter de démontrer en quel sens il est utile d'associer les données de la psychologie cognitive qui traite de l'homme en général et le travail ethnographique qui prend pour cible des hommes particuliers. Pour reprendre la question posée dès les premiers mots de cette leçon, pourquoi donc suis-je si attaché, comme d'autres anthropologues, à ne pas opérer une coupure entre ces deux activités si différentes que sont d'une part l'ethnographie et d'autre part la théorie anthropologique. Il peut en effet sembler étrange à première vue que des séjours répétés dans un petit village malgache puissent contribuer à m'éclairer sur ce que les développements récents de la psychologie cognitive sont susceptibles d'apporter à la compréhension des mécanismes de la vie sociale et culturelle. Afin de donner un exemple de la façon dont combiner ces deux savoirs, je vais me tourner vers un domaine de recherche devenu central dans de nombreuses disciplines scientifiques et sur lequel je me suis particulièrement penché. Il s'agit des représentations que nous nous faisons de l'esprit d'autrui ainsi que du nôtre dans les interactions sociales, ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit.
Étant donné que ma pratique de l'anthropologie associe ethnographie et réflexion théorique, il n'est pas étonnant que j'aie abordé ce sujet de deux manières fort différentes. De façon ethnographique, tout d'abord, en me concentrant sur ce qu'un groupe spécifique dit d'autrui et de soi, tout en vaquant à ses affaires, d'une manière théorique et généralisante ensuite, référant aux caractéristiques de l'espèce humaine. Toutefois, une récente controverse m'a forcé à réfléchir à la possibilité d'assembler ces deux approches de la théorie de l'esprit. C'est d'ailleurs le cœur de la controverse. Ces dernières années, certains spécialistes de l'évolution ont soutenu de manière convaincante que notre cerveau s'est développé non pas comme on l'a tout d'abord pensé pour nous permettre de résoudre des problèmes d'ordre matériel, mais comme un outil permettant de gérer la complexité qu'implique la vie sociale des hommes. Il est essentiel pour coopérer avec nos semblables que nous comprenions qu'ils agissent, tout comme nous d'ailleurs, en fonction d'états mentaux que nous essayons en permanence de déchiffrer. Nous avons récemment beaucoup appris sur le développement de cette capacité à lire les esprits grâce aux avancées de la neurologie, grâce aux travaux révélant l'absence d'une telle faculté chez les autistes, ou encore grâce à l'observation du développement graduel de la capacité chez les enfants à comprendre que les autres n'agissent pas en fonction du monde tel qu'il est, mais en fonction de leurs croyances sur le monde. Ce processus de développement implique un certain nombre d'étapes cruciales dont les premières apparaissent très tôt dans la vie de l'enfant. L'aptitude à acquérir une telle théorie de l'esprit est à coup sûr génétiquement conditionnée, mais tout comme autres capacités, elle ne se développe que dans des contextes spécifiques déterminés simultanément par des facteurs internes et externes à l'individu. Néanmoins, sur la base des travaux effectués à ce jour, il semble bien que le développement de cette capacité ne soit que faiblement affecté par les différences culturelles. Il semblerait donc que notre compréhension de nous-mêmes et d'autrui, et donc de la nature des relations sociales, soit basée sur une capacité humaine fondamentale partagée par tous les hommes. Maintenant, une telle affirmation va peut-être surprendre et voire irriter de nombreux anthropologues. En effet, un des dogmes de la discipline a été, du moins depuis le fameux essai de Marcel Mauss sur la catégorie de la personne, que celle-ci, ou celle du soi, ou du moi, ou de la relation sociale, est culturellement déterminée. Ironiquement, cette réticence anthropologique, si prévisible face aux travaux des sciences cognitives dans le domaine de la théorie de l'esprit, a notamment pris forme sous la plume d'une psychologue qui a choisi, elle, de s'appuyer sur les travaux d'anthropologie sociale et culturelle. Ainsi, Angela Lilliard, à l'aide d'exemples tirés de nombreuses ethnographies, veut proposer que dans différents groupes humains, les catégories de personnes et d'esprits diffèrent radicalement de celles que l'on trouve dans les cultures occidentales. Par exemple, nous dit-elle, les Bimin Kuskumin, étudiés par Poole, considèrent l'esprit comme impossible à connaître et sans importance. Lilliard semble déployer l'existence d'une telle variété de conceptions de la personne, du soi, de l'esprit ou des relations sociales, que le lecteur ne peut qu'en conclure que la culture peut créer sans contrainte d'aucune sorte toutes espèces de représentations à la matière. Si une telle réponse anthropologique aux prétentions universalistes des sciences cognitives était prévisible, il en va de même pour la réponse des psychologues cognitifs développementalistes que Lilliard avait accusés d'ethnocentrisme. Ils ont soutenu que les évidences ethnographiques présentées par Lilliard étaient sans rapport avec leurs affirmations, puisqu'elles étaient dues à des déclarations explicites d'informateurs. Par contre, d'après eux, quand les psychologues décrivent la théorie de l'esprit, ils ne se réfèrent à une capacité cognitive que les gens ordinaires ne peuvent pas verbaliser, car la vitesse que requiert le contrôle mutuel et permanent de nombreux esprits, indispensable à tout échange social, et que Dan Sperber, parmi d'autres, souligne, doit s'exercer à plusieurs niveaux,
puisque je lis votre esprit, je lis que votre esprit est en train de lire le mien, en train peut-être de lire celui d'autres individus, et ainsi de suite, sans que nous en soyons conscients, un peu à la manière dont le cerveau régule les battements du cœur. Ainsi, ces psychologues considèrent que les preuves rassemblées par l'Iliade en provenance de travaux ethnographiques n'avaient aucune pertinence pour le processus psychosocial de lecture de l'esprit. Pour les critiques de l'Iliade, ce que les anthropologues ont tiré des déclarations de leurs informateurs n'était, dans la meilleure des hypothèses, que des métathéories sur la théorie de l'esprit possédées par différentes personnes à travers le monde, mais de telles métathéories étaient en fin de compte sans rapport avec les mécanismes au travail dans la communication que eux, les psychologues, étaient en train de mettre à jour. Ce qui impliquait que ces derniers pouvaient oublier ce que les anthropologues ethnographes avaient signalé et retourner en paix à leur travail. Face à ce genre d'attitude, les anthropologues ont tendance à réagir d'eux-mêmes en ignorant tout simplement le travail des psychologues. Une telle solution, du type cuius regio eius religio, présente toutefois quelque chose de profondément bizarre. Elle semblerait impliquer que les êtres humains fonctionnent à deux niveaux totalement distincts l'un de l'autre. Ce qu'ils disent ou font, que les ethnographes peuvent observer, serait une sorte de croûte superficielle, voire un déguisement, cachant une réalité humaine d'une toute autre nature, qui ne serait pas affectée par les phénomènes historiques auxquels nous nous référons en général par le terme de culture. Réalité qui ne serait accessible que par des expériences menées en laboratoire, hors de tout contexte naturel. Une dichotomisation aussi radicale semble peu probable. Aucun de ces éléments n'est vraiment concevable de matière totalement distincte, et ce qui semble le plus important pour notre compréhension de la spécificité des êtres humains est précisément la relation combinaison du non-conscient et de la conscience. Après tout, nous savons, ne serait-ce que grâce à notre propre expérience, que nous ne sommes pas ces sortes de créatures doubles qu'une telle image transmet. Et c'est afin de commencer à explorer la relation entre ces deux niveaux, plutôt que de souligner leur caractère incommensurable, que j'ai récemment expérimenté une nouvelle stratégie sur mon terrain malgache. Une expérience psychologique qui a considérablement fait avancer les recherches psychologiques sur la théorie de l'esprit est ce qu'on a appelé le test de fausse croyance. Dans une des versions de ce test, on montre à un enfant une boîte de bonbons familière, des Smarties par exemple, avec ses friandises dessinées sur la boîte, mais dans laquelle, lorsque sa mère ou une autre personne est sortie de la pièce, mais toujours devant l'enfant, on remplace les bonbons par des crayons. La boîte est ensuite refermée et on demande à l'enfant ce que sa mère dira lorsqu'on lui demandera à son retour « Qu'est-ce que cette boîte contient ?» Les très jeunes enfants répondent « Des crayons », tandis que les enfants plus âgés, à l'instar, j'imagine, de la plupart des personnes aujourd'hui présentes, répondent « Des Smarties ». L'enfant plus âgé, à l'opposé du plus jeune, comprend donc que les gens n'agissent pas en termes de la nature du monde, mais de ce qu'ils croient être la nature du monde. Il s'agit bien là d'un élément essentiel dans l'interaction sociale. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont compris ceci que les enfants réussissent donc le test de fausse croyance. Cette différence entre les enfants qui réussissent et ceux qui échouent est un outil théorique fort utile pour au moins penser la manière dont se développent les capacités nécessaires aux êtres humains pour mener leur activité sociale. Réalisant les possibilités ouvertes par ce type d'approche, je mis au point un nouveau mode de recherche. Ainsi, lors de mon dernier séjour à Madagascar en 2004, devant ceux des villageois qui avaient envie de regarder, j'ai effectué une variante du test de fausse croyance. J'avais choisi des enfants d'âge différents afin que certains réussissent et d'autres échouent. En réalité, je m'intéressais moins cette fois-ci à l'étude du développement cognitif des enfants qu'à la manière dont les adultes, rarement scolarisés et dont seul un petit nombre savaient tout juste lire et écrire,
pouvait interpréter la différence existant entre les enfants qui avaient réussi le test et les autres. J'espérais ainsi approfondir par ce biais ma connaissance de leur concept de ce qu'est l'esprit et de leur savoir sur le développement des enfants. Pour mener à bien l'expérience, j'ai utilisé 2 chapeaux. Devant un adulte, Koutou, je cachais des bonbons sous l'un, puis après avoir demandé à Koutou de sortir, je transférais les bonbons sous l'autre des chapeaux. Je demandais alors à l'un des enfants, « Quand Koutou va revenir, où va-t-il chercher les bonbons ?» Comme on pouvait s'y attendre, les enfants les plus jeunes désignaient le chapeau dans lequel les bonbons avaient été cachés, tandis que les plus âgés montraient celui où Koutou avait vu qu'on les avait placés. Alors je demandais aux villageois comment ils expliqueraient la différence entre la réponse des jeunes enfants et de leurs aînés. Si j'avais d'abord craint que les gens ne s'intéressent pas vraiment à une discussion qui leur était pour le moins inhabituelle, je fus rapidement rassuré. Après un minimum d'encouragement au départ, les habitants du village réagirent avec enthousiasme aux défis intellectuels que leur posait ce type d'expérience. Ainsi, les séances de tests provoquaient-elles des discussions animées qui duraient parfois plus d'1 heure. Il m'est impossible de rendre compte ici dans le détail de la richesse des données recueillies, mais je commencerai dans mon premier séminaire. Malgré de nombreux points de désaccord entre les villageois, il se dégageait toutefois une sorte de consensus général quant aux interprétations de la différence de réaction des enfants en fonction de leur âge. En particulier, presque tout le monde était d'accord sur le fait que les plus jeunes enfants, ceux qui pensaient que Koutou chercherait les bonbons sous le chapeau où ils avaient été placés en son absence, n'avaient pas encore développé la capacité nécessaire pour ce qu'ils appelaient mandinga. Si dans un premier temps j'avais pensé que ce mot signifiait mentir, les débats approfondis provoqués par le test révélèrent cependant que ce terme faisait référence à une capacité beaucoup plus large, également désignée parfois par le mot politique, un des rares mots français utilisés par les villageois. Politique, ainsi qu'ils me l'expliquèrent, désigne ce qui permet aux êtres humains de naviguer dans ce monde dangereux qui est le nôtre, où les gens disent des choses différentes de celles qu'ils croient afin d'atteindre leur but propre. Je ne peux pas ici restituer dans le détail l'ensemble des commentaires, mais il m'est apparu très clairement que ce que les paysans malgaches non scolarisés me disaient était extrêmement proche de ce que les psychologues et les philosophes soutiennent être démontré par le test de fausses croyances. C'est-à-dire qu'à l'inverse des jeunes enfants, les adultes savent que les êtres humains agissent en fonction de leurs croyances et que, étant donné les intentions machiavéliques qui malheureusement caractérisent le monde social, il est possible de tromper et d'être trompé. Ce qui émerge de ces théories cognitives malgaches, ce que je tiens à souligner aujourd'hui, c'est que le fossé séparant les résultats des données de terrain des conclusions générales déduites par les psychologues de leur expérience en laboratoire est loin d'être si profond que l'avait suggéré le débat qui s'était développé dans le sillage des travaux de l'Iliade. Pourquoi les données ethnographiques ainsi obtenues sont-elles si peu incommensurables avec le discours scientifique occidental que l'on aurait pu le pressentir ? 2 facteurs semblent expliquer cette proximité. Le premier concerne la méthode ethnographique utilisée par les anthropologues. Le second, le fait que la théorie de l'esprit se situe quelque part entre l'explicite et l'implicite, le conscient et le subconscient. De nombreux rapports ethnographiques utilisés par l'Iliade sont basés sur des déclarations standardisées, fournies en réponse à des questions prévisibles. En réalité, nous avons affaire à un métadiscours intentionnellement paradoxal, entendu au 2e degré ou poétique,
qui repose sur une base partagée, mais implicite, un peu à la manière d'un chrétien déclarant qu'il y a une vie après la mort. Il n'affirme évidemment pas pour autant qu'il n'existe aucune différence entre un cadavre et son voisin bruyant. Cependant, dans la littérature ethnographique, ces affirmations au second degré sont souvent utilisées comme des propositions au premier degré, donnant accès au fondement même du savoir des groupes étudiés. La majorité des représentations de la notion de personne, de la notion d'esprit ou celle de relation sociale que nous trouvons dans la littérature ethnographique sont ainsi à prendre au deuxième degré, contrairement à ce qu'a fait l'Iliade et les auteurs qu'elle cite. À l'opposé, quand les habitants de mon village s'interrogeaient sur les résultats du test de fausse croyance, ils se trouvent dans une situation nouvelle et doivent donc utiliser leur capacité d'inférence et faire appel à leur savoir de manière à la fois souple et créative. L'effort mobilisé pour débattre d'un phénomène inattendu ne laisse pas place, contrairement à des situations prévisibles, à des discours tout faits. Les propos des villageois malgaches confrontés au test de fausses croyances sont de nature réflexive et discursive, et donc très différents de ce que nous retrouvons dans les ethnographies classiques. Il n'est donc pas étonnant que l'on puisse mieux les comparer avec les propositions également réflexives et discursives des psychologues. Mais il y a une autre explication de la proximité entre le discours scientifique et celui des villageois. La manière caractéristique de procéder des psychologues est de réaliser des expériences avec des personnes dont les actes sont contrôlés et dont l'opinion est apparemment ignorée. Dans le cas du test de fausse croyance, les psychologues interprètent donc les résultats de ces tests comme s'ils leur permettaient de comprendre les mystères de la théorie de l'esprit de leur sujet à l'insu de ces derniers. Pourtant, même si certains aspects du fonctionnement de la lecture continue de l'esprit des uns et des autres soient totalement inaccessibles à la conscience, il existe de bonnes raisons de penser que bien des aspects de ce déchiffrement peuvent franchir la frontière floue et perméable qui sépare le conscient et le non-conscient. La pratique même des psychologues montre qu'ils en font eux aussi implicitement l'hypothèse. Ainsi, au cours de leurs expériences, ils attachent beaucoup d'importance à recueillir auprès de leur sujet ce qu'ils appellent des justifications, c'est-à-dire des déclarations du type « Maman ne sait pas qu'il a mis les crayons, qu'il a mis des crayons à l'intérieur, alors elle croit qu'il y a des Smarties dans la boîte. » Les psychologues sont plus que satisfaits d'utiliser ce genre d'explications provenant de leur sujet en support de leur interprétation. Ce qui montre que nous n'avons pas affaire à un phénomène simplement non conscient et que la compréhension de la théorie de l'esprit par les gens ordinaires s'apparente beaucoup plus aux conclusions des psychologues que ne le fait paraître la présentation des résultats scientifiques. Mais une telle proposition, selon laquelle les villageois malgaches parviennent à des conclusions similaires à celles des psychologues, soulève une question encore plus fondamentale. Comment ceci est-il possible que quand nous aurions pu croire que les villageois malgaches, vaquant à leurs occupations quotidiennes, et les chercheurs professionnels sont engagés dans des activités totalement différentes? C'est à cette question que je vais maintenant tenter de répondre. Réaliser le test de fausse croyance sur le terrain a montré que les villageois étaient capables, avec un minimum d'encouragement, de devenir, eux aussi, comme les psychologues, des théoriciens de l'esprit. Si sans aucun doute débattre de ce que relève ce type de test est nouveau pour eux, cela ne signifie pas pour autant que la réflexion théorique requise pour ce faire leur était totalement inhabituelle. En fait, la facilité avec laquelle ces villageois se sont attelés à la tâche, ainsi qu'une grande partie de leurs propos, indique que même si l'expérience en elle-même pouvait leur avoir paru quelque peu bizarre, elle l'avait certainement été, cela ne signifiait pas
que la question fondamentale qu'elle soulève était totalement inattendue. Et je suis certain qu'elle avait déjà souvent fait l'objet de débats entre eux. On a souvent tendance, en anthropologie, à prétendre que le savoir théorique des gens ordinaires est irrémédiablement enfoui dans la pratique, alors que celui des scientifiques serait complètement différent, car débarrassé de tout contexte spécifique. Le type de travail de terrain dont je vous ai parlé suggère qu'une opposition aussi radicale est fausse. La vie au jour le jour, même menée par des personnes non scolarisées, n'exclut pas une activité purement spéculative de nature scientifique. La science, c'est-à-dire pour le plaisir simplement de comprendre. Ainsi, la vie de ces villageois, perdus dans la forêt, comme la nôtre d'ailleurs, oscille continuellement entre une pratique impliquant une activité théorique et une réflexion théorique explorant les implications de cette pratique. Claude Lévi-Strauss a également déjà souligné la continuité entre la démarche scientifique de l'observateur et celle de l'observé. Néanmoins, le genre de continuité dont il a fait l'hypothèse est moins direct que celle que je viens de vous proposer. Pour lui, notre science est un moyen de réaliser le même genre de travail intellectuel accompli à leur manière par les Amérindiens à travers leurs mythes. Mais ce que je suggère ici, du moins pour les Malgaches, c'est que leur science à eux, c'est leur science à eux qui ressemble à la nôtre. Et comme l'ont proposé certains des auteurs cités tout à l'heure, ce qui rend la cognition humaine si spécifique, c'est avant tout notre capacité, en partie consciente, à interpréter l'esprit d'autrui afin de nous permettre de vivre dans des sociétés extrêmement complexes. Il n'est donc pas étonnant que ce soit particulièrement dans ce domaine que les raisonnements des villageois ressemblent tant à ceux des scientifiques. En quoi ceci concerne-t-il le rôle de l'anthropologie ? Le rôle de l'anthropologue. J'ai commencé cette leçon en évoquant l'éloignement entre deux volets de l'activité de l'anthropologie, écartelés entre ethnographie et théorie généralisante. Rappelez-vous de ces deux illustrations. Mais vous avez sans doute l'impression maintenant que tout se passe comme si mon récit n'avait fait place qu'à deux sortes d'acteurs, des paysans malgaches d'un côté, des psychologues cognitifs de l'autre, l'anthropologue brillant par son absence. Mais c'est bien la compatibilité des objectifs poursuivis par le théoricien avec ceux des gens qu'il étudie qui peut justifier la double nature des activités de l'anthropologue, car cette convergence met le doigt sur ce que seraient les faiblesses d'une ethnographie sans théorie et d'une théorie sans ethnographie. Même si la pratique d'une ethnographie ayant abandonné toute théorie généralisante est en train de devenir majoritaire dans les départements d'anthropologie du monde entier, les limites d'un tel développement sont visibles. Tout d'abord, parce qu'en matière de connaissance des réalités locales, les anthropologues ne sont pas les seuls en lice. Ils sont en compétition avec les historiens, les spécialistes de la région et plus encore avec les chercheurs issus des sociétés étudiées qui au moins possèdent souvent l'avantage immense d'être des locuteurs naturels de la langue parlée sur place. Ensuite, parce qu'il existe des difficultés d'ordre épistémologique à une pratique de la seule ethnographie. Elle risque fort de ne rassembler qu'une collection d'anecdotes devant laquelle on ne peut que se demander « et alors ?» De surcroît, elle mène facilement à ce qui devient une erreur d'interprétation. En effet, ce genre de récit
aboutit aisément à une description des représentations des gens étudiés comme si elles ne renvoyaient que les unes aux autres et n'étaient pas également orientées vers le monde réel, un monde qui naturellement inclut les corps et les esprits. Les villageois malgaches que j'ai évoqués ne tournent pas en rond à l'intérieur de cercles herméneutiques. Bien au contraire, nous l'avons vu, ils s'efforcent de comprendre et d'interpréter le fonctionnement de leur propre esprit tel qu'il est. D'un autre côté, la théorie, laissée libre de toute contrainte ethnographique, présente d'autres dangers. La théorie, au sens où je l'ai entendu ici, consiste à formuler des hypothèses générales sur la nature des êtres humains en se fondant sur des faits empiriques purifiés. En psychologie, la production de ce genre de faits exige toutes sortes d'efforts pour isoler autant que faire se peut les données du psychisme humain des diverses circonstances dans lesquelles elles surgissent naturellement. Théoriser, c'est donc présenter des hypothèses basées sur des faits aussi nettoyés que possible, ce qui signifie les dépouiller de leur contexte aussi bien au moment de l'élaboration des données qu'à celui de la formulation de propositions générales. Alors, lorsqu'on le réalise en laboratoire, le test de fausse croyance exige au préalable une sélection randomisée des sujets et un contrôle étroit des conditions dans lesquelles les stimuli leur seront appliqués afin d'éliminer tous les facteurs susceptibles de distraire les participants ou de biaiser leur jugement. Les prétentions des scientifiques sont donc dépendantes de l'instauration d'une atmosphère intentionnellement raréfiée. La purification peut aussi atteindre des degrés supérieurs. L'expérience de pensée du philosophe est d'une certaine manière l'aboutissement de ce processus. Elle diffère peu du traitement des données factuelles par les sciences naturelles, à ce détail près que l'empirique y est entièrement remplacé par de l'hypothétique, afin que la raison puisse mener à bien son examen dans un paisible détachement. De fait, des auteurs bien connus ont affirmé que faire de la philosophie simplement consiste à penser lentement. Il serait ridicule de vouloir contester la valeur de la méthode scientifique classique, tout comme celle de l'analyse conceptuelle des philosophes. Ce sont autant d'approches qui nous permettent de progresser dans le champ des savoirs, y compris de ceux qui touchent à la culture et à la société. Cependant, certaines de ces approches peuvent emprunter tant de détours qu'elles ne nous font plus avancer. Elles nous font perdre de vue notre objectif, qui est finalement de nous permettre de comprendre le monde tel qu'il est. Je me hasarderais à dire qu'à penser trop lentement et trop distinctement, on peut tout simplement gommer les phénomènes que l'on se proposait d'examiner. Ce que les procédures de purification scientifique et philosophique risquent de nous faire oublier dès lors qu'on se lance dans l'entreprise théorique, c'est le fait que les êtres humains tels qu'ils sont n'existent qu'en tant qu'êtres sociaux et historiques. Complexité, désordre, rapidité de pensée, voilà ce qu'exige de nous la vie sociale et la culture, et ce qui nous caractérise, nous et notre monde. Assurément, certains psychologues théoriques, comme Gibson et Nisse, ont eu conscience de ce risque, et ils ont appelé de leur vœu le développement de ce qu'ils ont nommé une approche écologique. Pourtant, les éléments de vie réelle dans un monde réel pris en compte dans le raisonnement théorique paraissent ridiculement tenus à tout anthropologue ayant travaillé sur le terrain. La recherche de la précision dans l'étude de la nature humaine nous amène ainsi souvent à dépouiller les hommes de leurs vêtements historiques et culturels. Mais la créature nue, ainsi obtenue,
n'est tout simplement plus un membre de l'espèce Homo sapiens. Ainsi, le retour sur le terrain peut devenir, comme c'est mon cas, un moyen de désintoxication et d'hygiène intellectuelle qui empêche une telle dérive. La prise de conscience graduelle des dangers parallèles d'une ethnographie réduite à elle-même et d'une théorie dénuée de tout ancrage empirique mène à considérer que la combinaison des deux activités anthropologiques constitue un atout dans les sciences humaines en général. L'objectif ne peut pas être d'obtenir un alliage parfait. Je crois cet objectif hors de portée. Il convient plutôt de continuer de les mener de front et de passer de l'une à l'autre. Un tel choix n'a rien de confortable, mais ce sont les allées et venues qui font et ont fait l'originalité de l'anthropologie. Sans ce caractère dédoublé, je ne suis pas sûr que cette tradition académique, dont le nom est anthropologie, vaille la peine d'être poursuivie. La théorie nous tire en avant, mais parfois si vite et si loin qu'elle nous mène vers un univers où les membres de notre espèce et le monde social qui nous caractérise sont comme absents. L'ethnographie, quant à elle, nous ralentit en compliquant infiniment les choses, si bien qu'elle viendrait à nous paralyser complètement si quelques théories générales ne venaient prendre place en coulisses. Mais un autre facteur nous protège également de la tentation d'une ethnographie n'ayant d'autre raison que sa propre existence. Les gens que nous étudions, comme ces villageois malgaches dont je vous ai parlé, et tout un chacun finalement, se chargent eux-mêmes de nous ramener dans l'univers de la théorie. Car, comme nous l'avons vu, tel est bien ce qui les intéresse et sur ce quoi, eux aussi, ils nous interrogent. Pour eux, si les enfants, une fois grands, réussissent le test de fausse croyance, c'est qu'ils ont appris que les gens agissent en fonction de ce qu'ils croient. Mais ce n'est pas tout. Ils vont plus loin que les chercheurs. Et aussi, ils nous expliquent que les enfants utilisent cette compétence pour mentir, pour faire de la politique, pour manipuler les autres, et qu'il s'agit là d'une dimension fondamentale, malheureusement, de la vie sociale. Ils s'efforcent donc, eux aussi, de naviguer entre ethnographie et théorie, tout comme les anthropologues doivent, à mon avis, le faire, et par là maintenir le va-et-vient constant qui, dans le passé, a caractérisé la discipline. À mes yeux, un anthropologue se doit toujours, lorsqu'il se voit proposer un nouvel élément de théorie, prendre la peine de se demander comment il pourrait bien s'appliquer sur son terrain lointain, terrain auquel le créateur de la théorie n'a probablement jamais eu l'occasion de penser, au lieu de le congédier avec un haussement d'épaule, comme c'est souvent le cas. Inversement, lorsqu'il lui arrive de se laisser captiver, par exemple, par un rituel exotique, au lieu de s'abandonner à une perspective strictement locale, l'anthropologue a le devoir de se demander comment, étant donné ce que nous savons de l'homme en général, de tels événements peuvent survenir. C'est à ce va-et-vient caractéristique entre des considérations théoriques trop rapidement évoquées ici et des données ethnographiques si brièvement décrites que je consacrerai donc les leçons à venir dans cette maison. Merci.